13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir comme tous les jours dans quelques instants. Vous avez toujours largement préféré les terrains au plateau. À l'inverse de la quasi-totalité des femmes, vous n'avez jamais connu de conflit dans votre vie privée, uniquement dans votre vie professionnelle. Vous publiez aujourd'hui des mémoires de reporters de guerre, pleines de vie, et pas seulement parce que vous avez plusieurs fois échappé à la mort. Bonjour Martine Laroche-Joubert. Bonjour. Alors, on connaît vos reportages depuis des années sur France 2 et vous agitez à ces reportages les coulisses aujourd'hui avec ce livre, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre qui sort au Cherche Midi, qui est un livre passionnant où vous racontez votre parcours. Ce parcours, on va l'évoquer à travers ce livre et à travers d'autres événements et des dates puisque c'est le principe des clés d'une vie, d'accord ? D'accord. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 6 janvier 1975. Je vais vous aider. Il y a une soirée sur Antenne 2 présentée par Jacques Chancel qui donne un moment la parole à Michel Lancelot. Absolument, à Michel Lancelot. C'est votre première télé. Exactement, c'était la création d'Antenne 2 et dont le PDG était Marcel Julien. Et il voulait faire une télé qui ne ressemblait pas à celle qui était déjà, qui marchait déjà. Donc, il avait engagé Michel Lancelot, qui était une star d'Europe 1, qui avait une émission là-bas très connue qui s'appelait Campus, et il avait engagé des débutants, comme moi. Je travaillais avant au Quotidien de Paris comme journaliste économique, mais je ne connaissais absolument pas la télé, pour faire exploser les codes. Et justement, il y avait une sorte de parité avant l'être, puisqu'il y avait 4 femmes qu'il avait engagées, qu'il a présentées, dont vous, c'était assez rare à la télévision. Oui, mais ce qui était surtout rare, c'était le format de l'émission. C'était 4 heures de direct tous les samedis, présenté par Lancelot, dirigé par un flamboyant réalisateur communiste qui s'appelait Raoul Sangla. Tous les deux étaient assez suicidaires, disons. Oui. Ils poussaient leurs limites, les nôtres, celles du téléspectateur, le plus loin possible. On recevait dans un bordel total des chanteurs, des acteurs. On ne savait jamais quand on était à l'antenne ou pas, parce qu'il y avait des miroirs partout. Raoul Sangla avait la passion des échelles, je ne sais pourquoi. Donc voilà, et nous étions là. Ça, c'était pour de la télé, et pour de la nouvelle télé, c'était tellement de la nouvelle télé qu'à un moment, ça a sérieusement dérapé. Une scène de sexe a été mimée sur le plateau. Avec le petit chaperon rouge. Exactement, entre Lou et le chaperon rouge. Sangla a senti que là, il tenait une bonne séquence. Moi, je regardais ça, j'étais épuisée en quelque sorte. Et alors, après cette séquence, c'était très drôle parce que nous étions à Cognac-G, dans un grand studio en bas, et nous avons vu tous les administrateurs qui sont descendus comme ça, qui sont allés sur le plateau. Le standard avait explosé, nous avons été convoqués et l'émission a été supprimée. Alors voilà. Ça s'appelait, pour l'histoire, Un jour futur. Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez du premier chanteur qui est venu dans l'émission ? Eh ben, c'était Mort Schumann avec cette chanson. Première séquence avec ce chanteur talentueux qui était celui qui écrivait des chansons pour Elvis Presley, qui aurait pu faire une carrière aux États-Unis, qui est venu en France parce qu'il aimait les bons vins et la bonne cuisine. Et il a fait une belle carrière en France. Alors, à cette émission, vous faisiez tout dedans. Vous faisiez aussi bien des reportages que les livres, que les spectacles, que les femmes. Tout y passait, Martine Laroche-Joubert. C'était une atmosphère complètement hallucinée. Vous savez, c'était après 68. Michel Lancelot était quand même démolissait le conducteur juste avant le départ. Juste avant que l'émission commence, tout le conducteur, était changé, transformé. Je me disais, mais c'est ça la télé. J'avais jamais vraiment regardé la télé avant, quoi. Je me disais, mais c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire à la télé, quoi. Je n'avais jamais soupçonné qu'une telle émission puisse exister. Mais en effet, il n'en existait pas d'autres. Voilà. C'était la première et la dernière. Et ça a changé de votre éducation plutôt sage. Vous êtes né à Tartas. Tartas, d'ailleurs, que Victor Hugo cite dans ses notes de voyage en parlant du lièvre de Tartas. Et il cite ainsi les habitants de ce lieu. Je ne sais pas si vous le saviez. Ah non, je ne savais pas du tout. Et ensuite, vous êtes allé à Chichaoua, au Maroc. Exactement. Et là, ça a été une année de bonheur, Martine Laroche-Joubert. Une année de bonheur total. Mon père avait été envoyé là-bas parce qu'il avait fait l'ENA. Et on l'a envoyé là-bas comme contrôleur civil. C'est-à-dire, vous savez, il devait moderniser un peu l'administration traditionnelle marocaine. Et nous habitions donc dans un
tout petit village. Il y avait un grand jardin, des gazelles au fond du jardin. J'entendais le soir de ma chambre les berbères, leurs langues, leurs chansons. Ils buvaient du thé, ils discutaient toute la nuit. Mon père m'emmenait de temps en temps dans des grandes fêtes. Je pense que ça devait être chez le Glaoui de Marrakech, qui était très reconnu, très respecté à l'époque. Une sorte de pacha. Le Glaoui, en plus, il a eu une histoire avec Cécile Aubry, d'où est né Mehdi, le héros de Belle et Sébastien. Voilà, bravo. Et je pense que c'était des fêtes chez lui parce que je me souviens de cavalcades, de chevaux, de chameaux. Je me souviens de la neige qui écrêtait les cimes de l'Atlas. C'était pour moi le paradis. Les cigognes arrivaient en hiver pour venir chez moi à Chichaoua retrouver un peu de chaleur. Voilà. Et quand mon frère est né à Marrakech, je me souviens que j'étais dans une sorte de camion à l'arrière, avec le vent comme ça dans mes cheveux. J'étais avec ma tante, j'allais rejoindre ma mère. Et j'avais le vent dans mes cheveux et j'ai eu une sensation de liberté, mais très forte, qui m'a traversée. Et au fond, c'est toujours après cette sensation très forte que je ne cesse de courir et que je rencontre quelquefois. Alors ensuite, il y a eu Rabat et Marrakech, ça s'est moins bien passé. Rabat et Casa. Oui. Ça vous a pas vraiment plu? Pas du tout. En revanche, vous êtes venu ensuite en France et il y a eu les années d'école à Saint-Cloud, où non seulement vous étiez première à l'école, mais vous continuez pendant les vacances. Exactement. Parce que mon père me disait, il faut que tu travailles au cas où tu deviendrais veuve. Oui. Voilà, c'était la perspective que j'avais de devenir veuve avec, je pense, 5 ou 6 enfants, je ne sais pas. Bon, mais mon père, oui, en effet, il m'inscrivait au lycée à Biarritz pendant les vacances d'été, alors que j'étais en tête de classe à l'institution Saint-Pédis. Voilà, bon, c'était comme ça. C'était mon père. Il était très autoritaire, très directif, extrêmement sévère. Et voilà, donc j'ai fait mes études comme ça, sous l'autorité de mon père. Mais il m'a apporté quelque chose, c'est-à-dire que mon père m'a toujours acheté énormément de livres. Depuis toute petite, il m'a offert les livres de la comtesse de Ségur, voilà. Je lisais Camille, Madeleine, Le bon petit diable, Les malheurs de Sophie, quoi. Je m'identifiais complètement à Sophie. Et puis après, il a continué à m'acheter des livres, mais même Gide, j'ai pu lire Les nourritures terrestres très jeune, à l'âge de 11 ou 12 ans, je n'y comprenais pas grand-chose. Mais en revanche, il passait comme ça le soir dans ma chambre, et s'il me voyait lire Simone de Beauvoir, par exemple, il se jetait sur mon livre et le déchirait en 1000 morceaux. Bon, c'était ses règles à lui, je reprenais Simone de Beauvoir ailleurs, mais enfin voilà, il était comme ça. Et vous aimiez aussi le cinéma, parce que vous avez vu plusieurs fois au Régent, je crois, un cinéma, des films dont Ivanhoé avec Elizabeth Taylor, et ce film vous a marqué, Martine Laroche-Joubert. Ah oui, Ivanhoé, la beauté d'Elizabeth Taylor, ses yeux violets, cette histoire d'amour impossible, voilà. J'adorais le cinéma. Pour moi, c'était une fenêtre sur le monde absolument extraordinaire. Quand je voyais aussi, j'allais en cachette au cinéma. Quand je voyais Brigitte Bardot dans La Vérité, la force qu'elle avait, sa beauté, son insolence. Voilà, j'étais complètement fascinée. Je vivais à cette époque-là dans les livres et dans les films. Ma propre existence ne m'intéressait pas beaucoup. Oui, vous étiez une enfant plutôt solitaire. Complètement solitaire. Et vous avez même fait du théâtre. Vous avez joué le marquis de Carabas dans Le Chaboté à l'école, je crois, Martine. Ça c'était à l'école où j'avais décroché ce rôle à ma profonde surprise. Mais je me souviens encore de mon exaltation de jouer ce rôle, le meunier, puis après le marquis de Carabas dans Le Chaboté. Et voilà, je pouvais vivre une autre vie que la mienne. Et c'est ça que je trouve intéressant. Pour votre culture personnelle, Martine Laroche-Joubert, il faut savoir que Charles Perrault n'est pas l'inventeur du chaboté, puisqu'on trouve ce chat malicieux dans un recueil de contes sanscrits du 5e siècle qui s'appelle le Pancha Tantra. Voilà. Ah là, vous me clouez au mur. Mais finalement, vous sentiez presque votre vocation à ce moment-là, Martine Laroche-Joubert. Non, j'avais pas de vocation particulière. Vraiment, je vivais dans un monde onirique, fait de livres, de films. Bon, j'avais toute une ribambelle de frères et sœurs derrière moi, dont je m'occupais un peu, surtout de ma sœur. Mais je faisais mes études, je m'ennuyais énormément. Je ne me souviens pas d'une seule minute où je ne me sois pas ennuyée, que ça soit pendant mes études secondaires, donc à l'institution Saint-Pédis, qui était particulièrement rigoriste. Après, j'ai fait du droit.
Bon, ça ne m'intéressait pas vraiment. Après, j'ai fait Sciences Po, ça ne m'intéressait pas non plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du théâtre. Ah, ça, justement, on va en reparler. Sciences Po. On va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a une autre date importante pour vous, Martine Laroche-Joubert. C'est le 2 novembre 1979. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Martine Laroche-Joubert. Avenir, économisons-la. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Martine Laroche-Joubert avec ce livre, Une femme au front, au Cherche Midi, vos mémoires. Et votre mémoire, elle est pleine de souvenirs. Et le 2 novembre 1979, il s'est passé quelque chose qui a compté dans votre carrière, Martine Laroche-Joubert. Vous savez quoi? Oui, je pense que c'est la mort de Jacques Messrine. Exactement. Oui. Et c'est vous qui assurez le reportage. Exactement. Par chance, tout à fait par hasard. J'étais dans une voiture, pas trop loin de la porte de Clignancourt, et cette voiture, miraculeusement, avait un téléphone, ce qui était très rare à l'époque. Je rappelle pour les très jeunes auditeurs que les portables n'existaient pas. Donc, il y avait un numéro où on appelait, on passait par une opératrice. Voilà. Et on me dit, voilà, il faut aller place de Clignancourt, parce que, voilà, Messrine vient d'être tué. Et je suis arrivée, voilà, et il était encore dans la voiture. Il avait la perruque sur le capot de la voiture. C'était un reportage dont on me parle souvent, parce qu'il a, je ne sais pas pourquoi, enfin, peut-être parce que ça tenait plutôt à la personnalité de Jacques Messrine, mais on me parle très très souvent de ce reportage, et souvent je me suis retrouvée sur des plateaux à côté du commissaire Broussard qui avait ordonné l'assaut, et on se retrouvait d'ailleurs tous les deux en train de s'engueuler parce qu'il m'a toujours dit qu'il y avait eu des sommations. C'était impossible qu'il y ait eu des sommations. Il y a une camionnette devant la voiture de Jacques Messrine, ils ont levé la bâche et ils ont tiré, voilà, point. Mais bon, voilà. Et ce reportage, ça vous a marqué vous-même, Martine Laroche-Joubert? C'est du news, donc c'est du news sur quand même une grosse histoire, sur un personnage important. Ça m'a marqué, oui et non. Il y a beaucoup d'histoires que j'ai traitées à ce moment-là, comme par exemple un peu l'enlèvement du baron Empin. Enfin, je dis un peu parce que je faisais essentiellement des planques devant son domicile avenue Foch, voilà, en espérant qu'il allait revenir. Je me suis occupée aussi de l'affaire Boulin. Oui. Mystérieuse affaire Boulin. Voilà, de la mystérieuse affaire Boulin. Donc il y avait des grosses histoires d'information générale que j'ai traitées, mais sans vraiment, je le faisais, mais je ne sentais pas que j'étais meilleure qu'un autre ou qu'une autre à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais j'ai fait aussi, voilà, des quantités de faits divers, de planques. C'est difficile. C'est un boulot difficile que de mettre le pied dans la porte et d'aller voir des gens qui n'ont pas forcément envie de vous voir. Mais je n'avais pas l'impression que ce genre de journalisme était vraiment fait pour moi, ni le journalisme politique. J'ai toujours détesté ça, la promiscuité avec les hommes politiques français particulièrement. Voilà, ça se passait en général pas bien. Alors, donc vous faites vos études, ensuite vous en avez assez, et vous tentez le théâtre et le cinéma, Martine Laroche-Joubert. Voilà. Et là, ça ne s'est pas bien passé non plus. Non plus. Qu'est-ce que vous avez fait? J'adorais suivre des cours. Oui. Voilà. J'étais dans le cours de Jean-Laurent Cochet, et voilà, on a retravaillé Alfred de Musset, Molière, tout ça. J'adorais sa vision, parce que c'était tout à fait une autre vision qu'un professeur de littérature. Donc voilà, je me rappelle encore de certains verbes. C'est encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Donc voilà, j'aimais bien. Et cette phrase-là, on pouvait la prononcer de 10 manières différentes. Mais bon, on peut pas dire que j'ai pas décroché de grands rôles. J'ai décroché un peu de figuration intelligente dans un film de Labro avec Belmondo. Oui. Bon, je m'en souviens très bien parce que Belmondo était tellement drôle. Entre chaque prise, il faisait toujours des blagues. C'était dans l'Héritier. Donc avec Rochefort, et tous les deux faisaient des tas de blagues et tout ça. Bon, mais je ne gagnais pas ma vie, quoi. Donc voilà, je faisais ça vraiment, vraiment pour mon plaisir. Et j'avais commencé ces cours avec la sœur d'Isabelle Huppert, Elisabeth, qui à ce moment-là sortait avec Laurent Fabius. Oui. Et voilà, et Elisabeth et moi, on avait des façons très différentes de travailler. Elisabeth, je le précise, était déjà à l'ENA. Oui. Et Elisabeth, il fallait qu'elle travaille beaucoup pour être bonne. Tandis que moi, j'étais bonne dans l'instinct. Voilà. Mais si je travaillais trop, ça n'allait plus. Bon, enfin, il n'avait pas de quoi, en tout cas, faire une carrière de comédienne. Et puis, il y a quelqu'un qui a été important pour vous, dont on va écouter la voix. Je crois que la télé informe en général, enfin, sa fonction est d'informer, Philippe Tesson, distraire. Car un dimanche soir, vous êtes dit, je vais essayer de rentrer au quotidien de Paris qui vient de naître. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé le voir et vous avez été engagé tout de suite. Voilà.
En réalité, c'est son rédacteur en chef qui m'a engagée parce que, voilà, un soir comme ça, mon mari est rentré, il me voyait vraiment toujours dans ce monde de livres, de films, de cinéma, de théâtre. Il m'a dit, écoute, attends, il faut que tu travailles. Voilà, il m'a dit, mais j'ai trouvé un métier pour toi, journaliste. Journaliste ? Ouais. Il me dit, écoute, voilà, il y a un nouveau journal qui vient de se créer, le Quotidien de Paris. À mon avis, ils ont besoin de journalistes très diplômés, mal payés. C'est pour toi. Donc, je suis arrivée au Quotidien de Paris. Franchement, je n'y connaissais personne. Je suis arrivée à la porte, j'ai demandé à voir le rédacteur en chef, et j'ai vu Richard Licia. Et je lui dis, bon, ben voilà mes diplômes. Je lui dis, il faut que vous m'engagiez. Et en réalité, il m'a engagé dans le service économique. Et c'était très agréable de travailler au Quotidien de Paris parce que le soir, il y avait une conférence où il fallait que tous les journalistes étaient rassemblés et il fallait qu'on trouve le meilleur titre pour le lendemain. Et les idées, ça fusait, quoi. Donc voilà, j'y ai travaillé pendant 6 mois. Cette expérience a failli s'interrompre très vite, au bout de 15 jours, parce que j'étais de permanence nuit. J'ai rencontré celle qui est devenue ma meilleure amie à ce moment-là. Je suis son nom, Dominique Torres. Okay. Donc on discute, voilà. Et puis on regardait les téléscripteurs plus ou moins distraitement. Bon, je rentre chez moi vers 4h du matin, je me couche, je me réveille à midi, je vais sur le boulevard Sébastopol et je vois les kiosques, les aveux de Nixon. Je demande le Quotidien de Paris et je vois le plan Monory, nom de l'ancien ministre. J'ai eu envie de fuir au bout du monde. Enfin, c'était horrible. Je suis arrivée au Quotidien de Paris, quand même, dans un silence total. Je me dirige vers le bureau de Richard Licia pour donner ma démission. Et il me regarde et il me dit, c'est en faisant des erreurs qu'on devient un bon journaliste. Nous n'en parlerons plus jamais. Et personne ne m'en a parlé. Ni Richard Licia, ni Philippe Tesson qui dirigeait le journal, ni aucun journaliste. Parce que ma carrière aurait pu s'arrêter net comme ça. Voilà. Et ça, cette générosité de Richard Licia, je crois que je n'en ai jamais rencontré une pareille après. Jamais. Mais le Quotidien de Paris était un journal à part, il y avait des grandes signatures comme Henri Chapier, et il y avait une débutante qui s'appelait Claire Chazal, qui a travaillé aussi Exactement. Dans ce journal. Elle a travaillé un peu après moi. Elle est entrée un peu après, parce que moi je suis restée 6 mois, et puis après je suis rentrée à Un jour futur de Lancelot. Voilà, et ensuite vous avez fait de la télévision, et vous êtes devenue reporter de guerre, ce qui n'était pas si courant à l'époque des femmes reporters, Martine Laroche-Joubert. Non, quand je suis rentrée dans le service de politique étrangère, donc en charge des conflits, il n'y avait qu'une seule journaliste qui était là, que je connaissais déjà d'ailleurs, parce qu'elle était au Quotidien de Paris avant moi, Patricia Coste. Et voilà. Mais ça n'a pas été si difficile que ça. Le service de politique étrangère, il y avait vraiment des durs à cuire à ce moment-là. Mais bon, ils m'ont plutôt bien accueilli. Les caméramens qui couvraient les conflits, ça s'est plutôt bien passé. C'était aussi des durs à cuire. C'était l'époque où, à la télé, les caméramens, ils faisaient la loi. Moi, je me souviens d'ailleurs de mon premier sujet. C'était un sujet absolument nul dans une gare. Et on me dit, écoutez, vous allez tourner avec Dominique Merlin, qui a eu un Oscar à Hollywood pour la section Anderson. Vous ne lui parlez pas, mais vous faites tout ce qu'il vous dit. Dominique, absolument furieux de tourner un sujet aussi nul, m'a pas adressé la parole. Mais bon, les caméramans à l'époque, ils arrivaient avec leurs valises. Et ils disaient, voilà, moi je voudrais partir là, moi je voudrais partir là et tout. Ça a pas mal changé. Oui, et il s'est passé aussi d'autres choses plus compliquées dans votre vie. On en parle dans quelques instants avec une autre date importante aussi, le 28 juin 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Martine Laroche-Joubert. Voirfort.fr. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Martine Laroche-Joubert. Il y a ce livre, Une femme au front, et puis des dates importantes. Et 28 juin 2001, pour vous, c'est une date importante, Marie, parce que je vois que c'est passé quelque chose d'important. Oui, c'est une date vraiment importante parce que c'est la diffusion d'un documentaire, Une mort sans importance, que j'avais fait sur une jeune femme qui s'appelait Isabelle Achour. J'ai connu Isabelle en juin 1992. La rédaction m'avait envoyé à Sarajevo en espérant que j'allais pouvoir y rentrer. Sarajevo, à ce moment-là, l'aéroport était fermé et Sarajevo était complètement encerclé par les Serbes qui ne laissaient passer personne. Cette jeune femme, c'était une humanitaire qui travaillait pour Pharmaciens sans frontières et pendant 5 ou 6 jours, elle a discuté avec les Serbes en espérant, elle était très obstinée, très déterminée, qu'un soir, ils allaient craquer. Et pendant ce temps, pendant toutes ces discussions, Jean-Marie Lemaire l'a filmé. C'était des images qui, pensait-on, ne serviraient à rien. C'était votre JRI à l'époque. Exactement. Et un soir, les Serbes ont craqué.
Et ils nous ont dit, allez, allez-y. Et on est entré dans un véritable enfer. Avec des obus, il n'y avait aucune télévision étrangère qui était à ce moment-là à Sarajevo, aucune image non plus ne parvenait de l'extérieur, parce que l'émetteur de télévision avait été bombardé par les Serbes. Il y avait quelques journalistes de presse écrite. Et nous sommes entrés dans l'enfer absolu, avec des obus qui tombaient toutes les 30 secondes, sans discontinuer, des snipers partout. On passe la première nuit vraiment épouvantable, sans pouvoir dormir, chez des habitants. Et moi, j'avais l'impression que je ne reverrais plus jamais mes enfants, que là, j'avais dépassé un point de non-retour. Et le lendemain matin, je dis à Isabelle, écoute, Isabelle, là, c'est trop pour moi, j'ai des enfants, il faut que je parte. Et elle me regarde comme ça, elle avait 25 ans, et elle me dit, tu peux pas partir, tu as rien vu. Très bien. Donc, je suis restée. Et je pense qu'avec Jean-Marie Le Maire, nous avons fait du très 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 bon boulot, grâce à Isabelle qui, elle, donc avait réussi à briser le blocus de Sarajevo et à faire entrer des médicaments dans la ville qui en manquait. Bon. Et Isabelle, après, a eu un rôle extrêmement important dans Sarajevo. Elle s'occupait de la fourniture du pain aux habitants. Elle a été présentée à François Mitterrand à la fin du mois de juin 1992, quand il est venu à Sarajevo. Voilà, c'était vraiment un personnage important dans cette guerre. Elle est restée plusieurs semaines à Sarajevo. Après, elle est partie dans d'autres endroits. Je l'ai revue un peu à Paris. Et puis un jour, j'apprends qu'elle a été assassinée à Niš, en Serbie. Voilà, assassinée à Niš, en Serbie. Isabelle, je ne pouvais pas y croire. Je savais qu'elle était fille unique parce que de Sarajevo, je l'entendais de temps en temps téléphoner à sa mère, du style « Mais si, maman, ça va très bien », tout ça. Puis elle raccrochait très vite et tout ça. Je suis entrée en relation avec sa mère. Et j'avais envie de faire une histoire sur Isabelle, d'essayer de comprendre. Je l'ai proposé à France 2, qui n'en a pas voulu. Donc, j'ai pris un congé sans solde et je l'ai proposé à une petite chaîne du câble, Planète. Mais la première fois, Planète, m'a pas tout à fait confiance, dans les tout débuts en tout cas, et je suis partie avec une petite caméra, comme m'avait donné un ami, et la mère d'Isabelle à Niš en Serbie. Et là, j'ai vu que la version officielle donnée par les autorités à la France et à la communauté européenne pour qui Isabelle travaillait à ce moment-là, ne tenait pas la route. Et que cette version officielle avait été acceptée sans ciller par le gouvernement français et par la communauté européenne. La version officielle, c'était que Isabelle venait de prendre un cours de russe chez un professeur serbe. Elle descend, elle monte dans la grande voiture siglée communauté européenne avec plein d'étoiles partout. Elle se met au siège conducteur. À ce moment-là, selon la version des autorités, un voyou arrive, poursuivi par la police. Il pousse Isabelle. Se met à la place d'Isabelle, à la place conducteur, et puis tue Isabelle, tue le jeune homme à côté d'elle, et se suicide. C'est pas très logique tout ça. C'est pas logique. Et j'arrive à Niš, là où elle a été assassinée, quelques années auparavant, et c'était comme si elle s'était fait assassiner la veille. Là, je vois des gens tellement qui m'expliquent qu'Isabelle avait eu une engueulade terrible 2 jours avant, qu'elle avait découvert des choses qu'elle n'aurait pas dû découvrir. J'essaie de trouver des images. Je vois le rapport d'autopsie. L'entrée de la balle n'était pas là où elle aurait dû être, etc. Donc je reviens à Paris, je commence à tourner. À ce moment-là, je reviens à Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé vraiment à Planète le sujet. Je leur ai dit, voilà, la version officielle ne tient pas. Et donc à ce moment-là, ils m'ont renvoyé là-bas et j'ai essayé de démêler ce qui s'était vraiment passé. Je crois avoir démontré que la version officielle ne tenait pas et que c'était soit une bavure, une très grosse bavure, soit un contrat. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais à la suite de ça, il y a quand même eu une enquête internationale. Beaucoup d'hommes politiques français ont été interrogés. Bon, les enquêtes internationales, après, se perdent dans les sables, se perdent, voilà, parce que c'est la guerre, parce que les témoins disparaissent, etc. Mais, comment dire, j'ai eu l'impression, avec ce documentaire, de régler d'une certaine manière ma dette envers Isabelle, la dette de Sarajevo. C'est grâce à elle que j'étais entrée dans Sarajevo, c'est grâce à elle que j'étais restée. Et je ne voulais pas que son nom et que sa mémoire sombre dans l'oubli. Donc j'ai fait ce documentaire sur elle
Et j'en parle dans le livre. Longuement, effectivement, et avec beaucoup de précision. Alors, Martine Laroche-Joubert, il faut savoir aussi qu'à Sarajevo, il y avait Bernard Kouchner avec vous. Et Bernard Kouchner, qui a quand même un point commun avec vous, il n'est jamais là à la maison. Et Christine Ockrent l'a accepté en disant « Je ne veux pas d'un mari qui rentre à 6 heures à la maison ». Vous, il a fallu gérer votre vie et vos enfants, et ça n'a pas été simple, Martine Laroche-Joubert. Bon, mes enfants, franchement, ça a été plutôt facile. Parce que... Enfin, facile. Je partais d'une heure à l'autre, Oui. ou du jour au lendemain. Donc il fallait que quelqu'un s'occupe des enfants. Je n'allais pas les laisser livrer à eux-mêmes. Quand je commençais vraiment à partir beaucoup, mon petit garçon, il n'avait que 1 an et demi. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une tante, la sœur de ma mère, qui n'avait pas eu d'enfant, qui m'avait en partie élevée, mais qui est arrivée de Biarritz. Elle prenait elle aussi le premier avion. Je ne sais pas si la télé se rendait compte de ça, mais bon, elle prenait le premier avion pour venir s'en occuper à la maison. Bon, il y a eu leurs pères aussi qui s'en sont beaucoup occupés de mes enfants. Donc avec les enfants, c'est assez facile. La vie privée, c'est plus difficile. Les enfants pouvaient accepter que nous fêtions Noël en janvier, Oui. que je ne sois pas là le jour de leur anniversaire. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont accepté, qu'ils ont compris, ils ne m'ont jamais retenu, etc. Bon, avec un mari, un compagnon, c'est souvent un peu plus difficile. Il prépare des vacances et puis vous lui dites « Ah ben non, excuse-moi, là, je peux absolument pas. Il y a une guerre qui vient se déclarer, il y a un attentat, il y a ceci, il y a cela. » Et je file. Donc, voilà. Donc, c'est plus difficile. Mais eux aussi, d'une certaine manière, ils ont compris ce métier. Et même, je dis toujours que j'ai raté ma vie à 2, mais j'ai bien réussi mes séparations. Oui. Et alors, Alexia Laroche-Joubert, votre fille, était tellement d'accord avec vous qu'un jour, pendant l'opération Tempête du désert, vous êtes à Bagdad, vous en partez, et elle vous engueule en disant « Maman, retourne-y ». Absolument. Et j'étais à Bagdad à la veille de la Première Guerre, en 1991, et le directeur de l'information m'a donné l'ordre de partir. Je ne voulais pas partir. On fait un vote à l'intérieur de l'équipe, 2 étaient pour partir, 2 pour rester, dont moi. Le chargé d'affaires qui, à ce moment-là, de l'ambassade de France, qui à ce moment-là allait quitter Bagdad, me dit « Mais vous êtes folle de vouloir rester, vous avez des enfants ». J'étais très déstabilisée. Je me dis « Oui, en effet, j'ai des enfants. Bon, d'accord, je prends le dernier avion pour Amman, j'arrive à Amman, les bombardements commencent sur Bagdad, j'appelle Alexia, et Alexia me dit « Mais tu es où là ?» Et je lui dis « Je suis à Amman ». Et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fous à Amman? C'est à Bagdad que tu dois être. » Oh, ok. J'ai ramé de nouveau pour avoir un nouveau visa pour l'Irak. Je suis quand même arrivée avant la fin de la guerre, mais ça reste pour moi une blessure d'être partie comme ça. Même pour mes enfants, quand je vois la réaction de mes enfants, bon, j'ai eu tort de partir. C'est une sorte de blessure d'honneur. Et ça paraît anecdotique, cette histoire. Mais en réalité, pour les journalistes, c'est très important, les blessures d'honneur. Et j'étais très frappée quand j'ai lu le livre de Philippe Lançon, qui s'appelle Le Lambeau, que avant d'aller... il était là pendant l'attentat contre Charlie Hebdo. Et avant d'aller donc à Charlie Hebdo, il voit un tapis par terre, et ce tapis, il l'avait acheté à Bagdad, avant lui aussi de quitter Bagdad, et il ne savait pas trop pourquoi. Libé lui avait dit « Tu pars ou tu restes comme tu veux ». Il était parti sans comprendre pourquoi. Et bien, des années après, comme moi, son tapis, c'était un remords vivant. Oui, et il faut savoir cette guerre Tempête du désert que tout le monde connaît, qui est une sorte de guerre rapide. Il y a des avions qu'on a découverts, on l'a un peu oublié. L'avion d'attaque furtif, le Lockheed Nightwatch, ça a commencé pendant cette guerre. Et ça a été la grande vedette de cette Tempête du désert. Exactement, mais je dois dire que je suis pas très calée pour tout ce qui est matériel militaire. Mon petit garçon n'était pas du tout inquiet pour ma sécurité. En revanche, pendant cette guerre, il ne cessait de m'envoyer dessiner des missiles antimissiles, des modèles d'avions, des choses comme ça, qu'il m'envoyait par fax, parce qu'il était absolument terrifié à l'idée que je me ridiculise à l'antenne sur les armements et les avions utilisés. Donc voilà, et dans le livre, je le remercie finalement. Merci Constant, c'était vraiment...
Et de sa part. dans ce livre, vous racontez aussi les moments qui sont dignes d'un scénario de film d'action aux États-Unis, notamment le jour où vous avez voulu interviewer cet homme. Alexandre Dubček. Parce que pour l'interview, ça a été quelque chose de très particulier. Et on se rend compte, on ne sait pas, quand on voit une séquence à la télévision, on se rend compte des dangers et de la folie de votre métier, Martine Laroche-Joubert. Oui, parce que pour interviewer Alexandre Dubček, qui avait été l'un des héros du printemps de Prague, je ne pouvais pas demander de visa officiel. Journaliste, je ne l'aurais pas eu. Donc, je me suis fait passer pour une touriste avec Marie Louville, à la caméra, donc 2 touristes. On va interviewer Alexandre Dubček, et quand on sort, on est suivi par 2 policiers en civil. Ce qu'il y avait en Tchécoslovaquie, c'est qu'ils avaient besoin d'un mandat. Bizarrement, vous savez, dans certains pays comme ça, il faut l'administration peut avoir le pouvoir. Et je savais que sans mandat, ils ne pourraient pas m'arrêter. On monte dans un bus, ils nous suivent, ils sont dans le bus. À ce moment-là aussi, une voiture arrive et suit le bus. Et avec Marie, on se dit, on sortira au moment où les portes du bus vont se refermer. Les portes du bus commencent à se refermer. À ce moment-là, on se jette hors du bus, on traverse l'autoroute et on prend un bus qui partait en sens inverse. C'est comme ça qu'on a réussi à échapper à la police. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Marie et moi, on a été arrêtés par le KGB. J'ai appris à ce moment-là à nier l'évidence, parce que je faisais un sujet sur les Réfouzniks. Les Réfouzniks, ces juifs qui cherchaient à quitter l'Union soviétique pour aller en Israël, qui demandaient un visa de sortie, ils ne l'avaient pas, ils perdaient leur boulot. Bon, nous avons été arrêtés, il faut nier l'évidence. Pas du tout, je demandais mon chemin. Donc voilà, pas d'interview, voilà. C'est... En cours de comédie, vous en servez finalement. Oui, sûrement. Et voilà, j'ai fait beaucoup comme ça de reportages clandestins. C'est toute une école, parce qu'on ne peut pas aller voir les opposants, on ne peut pas leur téléphoner, par exemple. On a peur que leur téléphone soit sur écoute. Donc j'avais un petit carnet, je notais leurs adresses selon des codes connus de moi seule. J'en faisais des cauchemars la nuit quand je rêvais que j'oubliais mon propre code. Et on allait voir les gens comme ça. C'était un monde gris, lourd, oppressant. Quand on demandait notre chemin dans les rues, personne ne nous répondait. On partait quelquefois avec des groupes d'amitié France-URSS. Notre seul impératif, c'était d'être là à l'heure des repas, sinon nous aurions alerté nos guides. Donc on tournait pendant les heures des visites en disant non, les peintures à l'Ermitage, non, ça ne nous intéresse pas la peinture, on préfère se balader. Bon, en réalité, on allait tourner. C'était un monde gris, lourd, oppressant, qui fait que maintenant, quand je reviens à Moscou et que je vois Cartier, Vuitton, les grands magasins de luxe sur la place Rouge, j'ai du mal à ajuster mon regard par rapport à ce que j'ai connu. Mais en même temps, vous avez pris des risques en permanence, vous avez failli mourir plusieurs fois, notamment lorsque vous avez sauté sur une mine, vous avez cru que c'était la fin, Martine Laroche-Joubert. Oui, alors j'ai cru que c'était la fin, mais voilà, je me mettais toujours, vous savez, je suivais une patrouille, j'étais avec les Américains, embarquée avec les Américains, et nous étions dans une patrouille qui allait chercher des caches d'armes, donc il y avait plusieurs jeeps, ils appellent ça des Humvee, donc voilà, et j'étais dans la dernière jeep, le caméraman et le preneur de son étaient dans la première, la monteuse dans la deuxième, et moi dans la dernière. Et je me mettais toujours à la même place, c'est-à-dire à l'arrière, à droite. Et au moment, c'était en 2005, et au moment où je vais m'asseoir à ma place, je vois un soldat qui prend ma place. Alors je m'apprête à lui dire, mais non, c'est ma place. Puis je regarde comme ça, comment il s'appelle, et je vois Sarkozy. Et alors, je lui dis, mais vous êtes d'origine hongroise ? Il me dit, ouais. Et je lui dis, mais vous savez que peut-être un de vos cousins va devenir le prochain président de la République ? Le type me regarde, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là et tout. Bon. Alors du coup, je lui ai laissé ma place. Et quand on a sauté sur une mine, quand mon Humvee en particulier a sauté sur une mine, la mine, elle était placée sur la droite, c'est-à-dire à la place que lui occupait. Et lui, il a eu des gros problèmes au tympan. Heureusement, la Jeep était blindée par en dessous. Mais lui a eu des problèmes au tympan. Donc finalement, voilà, grâce à Sarkozy... Vous êtes encore là parmi nous. Et avec ce livre dont on va reparler longuement tout à l'heure, avec une date, la date de sortie du livre, le 2 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Martine Laroche-Joubert. Intermarché.com. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Martine Laroche-Joubert, avec ce livre donc qui est sorti le 2 mai dernier, il y a quelques jours, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre au Cherche Midi. Alors ce livre pour vous,
c'était une nouvelle aventure parce que l'image, vous connaissez, l'écriture, c'est très différent, Martine Laroche-Joubert. Oui, c'est très différent. D'autant plus que moi, j'avais l'habitude... Je suis très attentive à l'écriture, mais j'avais l'habitude d'écrire sur des images. Et quand on est un bon rédacteur en télé, on ne décrit pas l'image puisqu'elle est là. Donc j'ai dû faire un gros effort de mémoire, et puis aussi, pas simplement de mémoire, dans la manière même d'écrire, il a fallu que je la change. Il a fallu que dans ce livre, on puisse lire les émotions, voir les paysages, voir les gens que j'interviewais. Voilà, donc si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour l'écriture, pour les livres. Donc j'ai travaillé des journées entières de 10 heures par jour pendant des mois pour essayer de faire au mieux ressentir ce que j'avais ressenti en faisant ce reportage, et en même temps avec le recul que j'ai maintenant. Oui, parce qu'on sent dans ce livre votre passion pour ce métier, et on sent aussi que le danger, pour vous, c'est secondaire. On n'y pense même pas, Martine Laroche-Joubert. C'est toujours là, le danger est toujours là, mais enfin c'est pas la première pensée qui me vient à l'esprit. Hein. La première pensée, c'est de réussir à être là où il faut, quand il faut, de raconter une bonne histoire, de bien la filmer. Voilà, c'est ça qui compte. Les risques, le danger, dans une équipe de télévision, c'est très important de bien s'entendre, et notamment de bien s'entendre avec le GRI qui tient la caméra, de suivre notre instinct, de se faire confiance. Voilà, ça c'est important. Le risque et le danger, bon, on sait que c'est là. On a le tort de s'imaginer invulnérable, parce que quand je vois les bilans de Reporters sans frontières, l'année dernière, il y a 80 journalistes qui ont été tués, il y en a 350 qui sont en prison. Et c'est ce que je voulais dire dans ce livre, montrer que il y a des reporters qui, au péril de leur vie, vont chercher l'information. Autour de moi, je connais des reporters qui ont été tués. Je pense à Gilles Jacquier, qui a été tué à Homs, en Syrie, avec qui j'avais beaucoup travaillé. Tout ça pour aller chercher des images, pour ramener l'information, pour la faire partager. Donc c'est pour ça que ce métier est indispensable. Et il devient difficile quelquefois de l'exercer, parce que il y a beaucoup de choses qui se mettent au travers de notre chemin. Il y a des patrons de presse qui sont plus gestionnaires que journalistes. Il y a des financiers qui cherchent à diminuer les coûts, et qui par conséquent ne voient pas très bien pourquoi ils enverraient un reporter alors qu'on reçoit des images, je sais pas, par Twitter, Facebook, etc. Bon, mais simplement, s'il n'y a pas des journalistes qui vont là-bas, qui recueillent la parole de gens qui sans eux n'auraient jamais parlé, qui expliquent le monde. Vous voyez, c'est indispensable. C'est un métier qui doit être préservé. Et en plus, c'est l'école de la démerde. Il faut faire très attention à ces informateurs, parce qu'ils sont essentiels, à ceux qui vous aident aussi, à les rebelles qui vous aident parce qu'ils savent qu'ils ont des informations à faire passer. Et une fois, vous avez témoigné anonymement presque sur la Syrie, Martine Laroche-Joubert. Sur la Syrie, quand il y a eu les événements à Deraa, la rédaction pensait que Bachar el-Assad allait tomber tout de suite, parce que déjà Ben Ali était tombé, Moubarak était tombé. Moi, j'étais persuadée qu'il n'allait pas tomber tout de suite, et loin de là, parce que tout simplement, il est alaouite, que c'est la minorité alaouite qui détient tous les rouages du pouvoir, et que si la minorité alaouite est massacrée, ou son chef massacré, etc., ils perdent le pouvoir, et tout simplement, ce n'était pas possible. Mais quand même, je suis partie à Damas sous mon nom de jeune fille, donc je n'ai pas été repérée. Ce que vous avez fait souvent d'ailleurs. Très souvent. Et le GRI, lui, a été repéré. Du coup, moi j'ai pris sa caméra, et j'ai circulé à Damas, à Latakia, avec ma petite caméra. Je jouais les touristes, on me confisquait la caméra, on me la rendait. J'ai appris comme ça à me méfier, sans en avoir l'air, à ne pas m'affoler. Mais quand je suis rentrée à Paris, je n'ai pas voulu montrer mon visage, parce que j'étais certaine que j'aurais à revenir en Syrie. Donc j'ai témoigné anonymement. Et en effet, après, je suis revenue en Syrie, mais du côté de la rébellion. Et donc, évidemment, pas de visa pour aller couvrir les rebelles. Donc il a fallu franchir des frontières clandestinement, ce que j'ai fait avec Christophe Quinck la première fois. C'était très dur pour aller à Homs. On a marché 8 à 9 heures dans la montagne avec des passeurs, uniquement à la lueur de la lune. Il faut franchir des cols, sur cet escarpé, c'est boueux, il y a des chiens qui aboyaient sur notre passage. Enfin voilà, ce sont
des vraies aventures risquées, mais tout ça pour aller couvrir les débuts d'une révolution. Et c'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a d'important. Et vous parliez de ça, mais c'est vrai qu'il y a de la propagande de tous les côtés. Il y a de la propagande évidemment du côté du pouvoir, il y a de la propagande du côté des rebelles. Et voilà, notre boulot à nous, c'est de voir où est la propagande et où elle n'est pas, de ne pas se laisser prendre. Les rebelles n'ont pas forcément raison, les victimes n'ont pas forcément raison. Et ça, c'est peut-être l'expérience qui donne ça, l'expertise, voilà. Et mais bon, ce sont des moments extraordinaires comme ça que j'ai pu vivre. Les débuts d'une révolution, c'est passionnant. J'ai vécu ça aussi en Libye. C'était extraordinaire. Puis il y a des moments plus calmes. Vous racontez dans ce livre, Martine Laroche-Joubert, vous avez un jour joué les touristes à l'hôtel Baron et la passionnée de cinéma s'est souvenue d'un film. Laurence d'Arabie. Absolument. Ça vous a marqué ce film aussi. Oui. J'adore le film Laurence d'Arabie. Et dans cet hôtel Baron, qui est un très vieil hôtel dans la vieille ville, où j'étais donc là clandestinement, il y avait encore la note de champagne impayée de Laurence d'Arabie qui était encadrée au bar. Voilà. Je ne sais pas si cet hôtel maintenant a été bombardé ou pas. Je n'en sais rien. Mais c'était un hôtel dans lequel je respirais le parfum de l'histoire. Alors, Laurence d'Arabie, il faut savoir, quand on visionne les 216 minutes du film, il n'y a pas un personnage féminin qui parle. C'est-à-dire que c'est assez particulier, on ne laisse la parole qu'aux hommes. Alors, les femmes, c'est vrai que c'est pas toujours facile dans les reportages, et en plus, ce qui est dur, et vous le racontez dans ce livre, Martine Laroche-Joubert, c'est de conserver sa féminité lorsqu'on est en grand reportage. Oui, c'est pas facile parce que souvent, notamment ces dernières années, dans le Kurdistan syrien, vous habitez chez des gens et souvent il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, donc voilà, il faut le savoir, vous ne pouvez pas vous laver. Il faut prendre des précautions avec des lingettes, du shampoing sec, des choses comme ça. Mais de toutes les façons, c'est très important de rester bien habillé. D'abord, c'est important pour soi, parce que c'est une question de respect envers soi-même, mais c'est important aussi quand on est face aux gens que l'on interviewe, parce que s'ils voient qu'on s'est bien habillé pour eux, qu'on ne se laisse pas aller, ils nous respectent aussi. Et surtout, ça crée une confiance. C'est très, très important. Et de savoir se tenir. Et il y a une interview qui vous a beaucoup marqué, vous en parlez longuement, vous avez réussi à interviewer Nelson Mandela, encore une fois, par votre démerde, Martine Laroche-Joubert. Ah oui, vraiment à l'arrache. Parce que quand il est sorti de prison, il fallait payer pour avoir une interview de lui. L'ANC sont partis, je n'avais pas d'argent. Bon, donc, Antenne 2 ne m'avait pas donné suffisamment d'argent, en tout cas. Ça m'étonne pas. Il y avait que les chaînes américaines qui pouvaient se le permettre. Donc, je suis allée chercher sa sœur, que je connaissais, qui était à 1000 km de l'endroit où il venait d'arriver, à Soweto, 3 jours ou 2 jours après sa sortie de prison. Je suis allée chercher sa sœur, et donc, avec sa sœur, en nous mettant derrière elle, l'équipe, on l'a sonné à 5h du matin ou 4h30 du matin, parce qu'il se lève très tôt, je le savais, à la porte de sa maison. Il a ouvert lui-même. On était derrière la sœur. J'ai eu le temps, il l'a embrassé, je le vois encore. Et puis après, je lui ai posé rapidement quelques questions et je lui ai dit ah mais vous avez l'air en forme, et il m'a dit mais vous aussi vous avez l'air en forme. Donc on a un peu parlé comme ça, 2-3 questions jusqu'à ce que les gardes de l'ANC arrivent, jettent le caméraman par-dessus le mur, le preneur de son aussi, et je suis restée avec Mandela, avec qui j'ai discuté comme ça, que j'ai revu plusieurs fois, que j'ai interviewé plusieurs fois, qui m'a donné... je vous disais tout à l'heure que je n'aimais pas beaucoup les hommes politiques français. Mandela, la question ne se pose pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Voilà, c'est tout simplement un homme auprès de qui vous vous sentez vous-même grandi. C'est un homme qui diffuse une telle aura que vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Et en même temps, il était incroyablement accessible, chaleureux, drôle. Je sentais la dureté en lui, bien sûr. Mais en même temps, il vous mettait à l'aise. Et je me souviens de la dernière fois où je l'ai vu, c'était dans les Jardins de l'Élysée, où il était invité par Jacques Chirac pour le 14 juillet. Et je me souviens, Chirac avait invité plein de mômes, dans les Jardins de l'Élysée. Et tous les mômes poussaient Chirac pour voir Mandela. Chirac, ça lui était bien égal, au contraire. Il était content. Et Mandela était là. Et puis, je l'ai interviewé aussi le matin à l'hôtel Marigny. Il avait mis
une chemise qu'il aimait bien, en soie jaune et tout. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant votre retraite? Et il m'avait répondu, oh, mais si je passe ma retraite avec des dames aussi jolies que vous, je serai heureux. Et lui, à ce moment-là, il était tombé amoureux. Il avait divorcé de Winnie, il était tombé amoureux de Grace Machel et tout ça. Et je l'ai vu comme ça à plus de 80 ans. Très amoureux, c'est une leçon. Et des leçons, il y en a beaucoup dans ce livre. Et d'ailleurs, quand on lit votre livre, on se demande si aujourd'hui encore, la télévision peut permettre à des reporters comme vous d'envoyer au bout du monde pour quelqu'un pour des reportages aussi passionnants que vous décrivez. En tout cas, vous allez continuer de toute façon. Oui, et puis je pense qu'il y a quand même dans les rédactions des jeunes reporters talentueux, brillants. Je vois ce qu'ils font, je vois les pressions, je vois les menaces, mais bon, j'ai confiance en eux. Oui, et moi j'ai confiance en celles et ceux qui nous écoutent pour lire ce livre absolument passionnant, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre au Cherche Midi, et continuer ainsi à défendre ce métier qui est finalement votre vie, Martine Laroche-Joubert. Absolument, oui, c'est une manière de vivre. Oui, avec des risques, mais sans ça vous ne seriez pas heureuse. Les risques, ça manque toujours un peu, le danger, tout ça. Bon, c'est sûr, c'est une drogue dure, mais ce qui est important, c'est d'être dans l'histoire. Ce qui est important, c'est d'être face à des événements plus grands que soi. C'est ça qui est bien. En tout cas, vous l'êtes, et ce livre est un livre d'histoire. Merci d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie, et nous, on se retrouve demain à 13h, bien sûr, pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée. Merci. Merci. À demain.